Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Nous évoquons les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA après donc la fin des phases de groupe. Alors, on va commencer avec le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié de justesse après un nul 1-1 face à Dortmund. Et grâce à une victoire, je dirais, surprenante du Milan AC face à Newcastle parce qu'ils étaient menés avant la pause. Et donc, le PSG se qualifie de, comment on dit ça, à l'arraché ou bien par un petit tour de souris, in extremis, par un petit tour de souris, par la petite porte. Je pense que le PSG... C'est une première devant l'ère qatari. Non, c'est pas une première pour le PSG d'être deuxième depuis l'ère qatari, depuis 2012. Il me semble que c'est la troisième fois. Non, j'aimerais parler de la situation de se qualifier jusqu'à... suffocante. Voilà, donc, non, c'est pas une première. C'est pas une première parce que lors de la saison 2018, avec Liverpool-Naples dans la poule, Paris s'est qualifié de justesse à la dernière. Mais donc c'est pas une première. Revenons à cette prestation du PSG au Signal Iduna Park. Le contexte était tel que le match devait être stressant, devait être embarrassant pour le PSG, et il a été sans surprise aucune. On a vu une équipe du Borussia Dortmund ouvrir le jeu. Le match était débridé avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Luis Enrique a mis une équipe en place de 4-3-3 avec des jeunes pousses, Bradley Barcola et Kang In-lee, qui ont apporté de l'énergie, du dynamisme dans le secteur offensif parisien. Sauf que sur le plan efficace, cette équipe parisienne a encore une fois manqué d'efficacité, de létalité. C'est ce qu'on demande dans les grandes rencontres. Fort heureusement, Zahir Emery a eu le mérite de répondre à DMI Karim pour pouvoir rétablir la marque et consécutivement à cette victoire du Milan AC qui permet au Paris Saint-Germain de se hisser en huitième de finale. Plusieurs enseignements à tirer dans cette phase de poule de la Ligue des Champions pour le PSG. Le PSG n'a pas été intéressant, surtout à l'extérieur. Un point pris sur 9. C'est quand même dommageable pour cette formation parisienne. Luis Enrique doit pouvoir revoir sa carte pour les prochaines séances, notamment les huitièmes de finale, parce que ça ne va pas pardonner. Alors, Vicente. Oui, je pense que le Paris Saint-Germain, on l'a dit, il s'est qualifié in extremis. De justesse. Ouais. Et avant même ce match, je pense que le Paris Saint-Germain avait beaucoup plus de possibilités de se qualifier que de ne pas se qualifier, puisque cette égalisation contre Newcastle la journée précédente avait déjà balisé le chemin pour les huitièmes de finale. Ce serait si compliqué si Newcastle hier avait gagné, donc on verrait Paris Saint-Germain jouer l'Europa League. Maintenant, sous cette ère QSI, Qatar Sport Investment, on n'a pas encore vu le Paris Saint-Germain jouer la Ligue Europa. Donc, ce serait un miracle hier de voir le Paris Saint-Germain jouer la Ligue Europa. Maintenant, après, de peu. Effectivement, mais je pense que la qualification a été plus ou moins méritée. C'est vrai que Henri l'a dit, le Paris Saint-Germain n'a pas été très intéressant, comme on l'a vu sur ces dernières années. Et on a quand même vu qu'il y a eu beaucoup de transformations au sein de cette équipe. Il y a eu beaucoup de renouvellements, il y a eu des départs, des arrivées, il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui sont intégrés. On a vu quand même Bradley Barcola cette saison qui a été... C'est vrai qu'il est critiqué parfois, mais on a quand même vu qu'il avait le niveau pour le Paris Saint-Germain. Emery, Zahir, 17 ans, patron du milieu de terrain. Exceptionnel sur des matchs qui n'étaient pas censés être aussi faciles pour le PSG. Donc en gros, je pense que le PSG mériterait quand même de passer au huitième de finale. Maintenant, c'est la suite qui sera beaucoup plus compliquée pour ceux. Oui. Pour le club francilien, parce que on n'a rien vu d'intéressant. Et en tant que deuxième, ils pourraient défier des clubs comme l'Atlético de Madrid. Effectivement, il y a le Real, le Manchester City, le Bayern. Donc, on attend de voir. C'est vrai que les vérités de décembre ne sont pas forcément celles de février, mais on attend de voir ce qui va se passer. Donc, on croise les doigts pour ce club. Alors, Missodé, il y a aussi un autre club qui t'a impressionné parmi les qualifiés, parce qu'il y a le Bayern, il y a Arsenal, ce sont les premiers. Il y a le Bayern, il y a Arsenal, il y a le Real, la Real Sociedad, surprenante équipe espagnole. Il y a l'Atlético de Madrid, il y a le BVB, et il y a City, Barcelone. Et puis les deuxièmes, il y a Copenhague, le PSV, Naples, l'Inter Milan, Lazio,
le PSG, Leipzig et puis Porto. Et surtout, je voudrais m'attarder sur les Gunners. Arsenal qui, depuis un moment, est en train de faire une saison assez spectaculaire en termes d'engagement, d'application. On connaît également la jeunesse, la moyenne d'âge de cet effectif de Mikel Arteta. Et voilà que cette formation qui vient de très loin vient de faire une performance assez énormissime avec des jeunes qui apportent Saka et ses consorts qui apportent assez de dynamisme au sein de ce dispositif tactique. Sauf que l'équipe qui n'a pas été qualifiée même a beaucoup plus émerveillé lors de cette campagne, c'est Newcastle. Oui, si nous prenons la poule de mort dans laquelle se trouve Dortmund, PSG, et je voudrais parler de Milan également, de Newcastle. Newcastle avait fait, après pratiquement 21 ans, il se retrouve dans cette compétition, a fait une prestation énormissime, hors pair, hors norme. Donc, en tout cas, il faut dire qu'aujourd'hui, on a vu déjà les équipes qui sont déjà qualifiées. On sait que ça sera beaucoup plus intense et dur pour les équipes qui n'ont pas beaucoup plus à apporter du dynamisme, à l'instar de Paris Saint-Germain. Certes, Vicente l'a dit, les réalités peuvent toutefois être différentes. Dès que nous allons aborder les huitièmes, tout compte fait, on attendra ce que ça va donner. Alors, il y a United qui est éliminé. C'est vrai qu'il espérait jouer la Ligue Europa, mais finalement, tout tombe à l'eau pour Erik ten Hag et ses joueurs. Oui, énorme contre-performance pour cette formation de Manchester United. 3 sacs dans son escarcelle. En Ligue des Champions, le dernier remonte en 2008. C'est cette belle génération de Carlos Tevez, de Cristiano Ronaldo, sous les ordres d'un certain Sir Alex Ferguson. Depuis qu'il a laissé cette équipe, depuis qu'il est parti en retraite, Manchester United ne se retrouve pas dans cette compétition que cette équipe adore. Cette saison, une équipe assez instable, avec une défense qui nous habitue à des errements assez criards, des transmissions qui ne sont pas bien faites, des passes mal claquées, un entre-jeu pas très solide avec un Casemiro en demi-teinte, des joueurs sur le plan offensif qui sont moins inspirés. C'est Oyun, le meilleur buteur de Manchester United, ça en dit long sur la fébrilité, la frilosité de cette équipe aujourd'hui, et surtout un entraîneur, Erik ten Hag, qui n'a pas les idées en place, qui véritablement est un entraîneur, entre guillemets, sanguin, réputé pour avoir une appétence pour le beau jeu, sauf que entre ce qu'il a fait à l'Ajax, à savoir que implémenter un dispositif tactique pour des jeunes joueurs qui n'ont pas encore les dents assez longues et véritablement affronter un vestiaire où tu as une constellation de grands stars, il y a une grande différence. Aujourd'hui, son bilan, pour moi, est un échec cuisant. Manchester United qui n'arrive pas à pouvoir sortir la tête de l'eau, beaucoup de torpeur, beaucoup de léthargie. Je pense qu'il va falloir taper du poing sur la table du côté du bord de Manchester United pour enclencher une nouvelle dynamique. Ce n'est pas Erik ten Hag qui va faire retrouver, qui va permettre à Manchester United de retrouver son lustre d'antan. Je suis désolé. Vicente, un mot. Non, je pense que je l'ai déjà dit l'autre fois que Erik ten Hag devrait respecter quand même l'histoire de ce club. Il a dit, quand tu arrives dans un vestiaire avec de grands joueurs et qu'il y a des joueurs exceptionnels, non seulement des joueurs exceptionnels, mais une histoire très riche d'un club qui a quand même gagné des Ligues des Champions, gagné des Premières Ligues, gagné des Copes. Je pense que du moins la moindre des choses à faire, c'est de quand même respecter les joueurs de ce vestiaire et de respecter l'histoire de ce club. Mais on constate que ce n'est pas le cas avec Erik ten Hag. Aujourd'hui, Erik ten Hag a pris des décisions qui sont allées tout simplement contre ce club. Ce n'est pas parce qu'il a tout simplement
écarter ou évincer Cristiano Ronaldo, qu'on le dit. Mais il y a eu des joueurs clés pour ces clubs. Casemiro est arrivé en grande pompe, on ne le voit plus. Et puis le style de jeu également. On ne le voit plus. Il y a Jadon Sancho qui a été écarté pendant toute une saison. Donc je pense qu'il va falloir quand même doser, il va falloir qu'il mette un peu d'eau dans son vin pour tout simplement alléger la tâche à ces joueurs, et non seulement aux joueurs, mais également à ce club, parce que aujourd'hui, Manchester United fait partie quand même des clubs les plus nuls sur le continent, sur le vieux continent. Et cela... le premier responsable? Effectivement, le premier responsable, c'est quand même Erik ten Hag. Oui, justement, puisqu'on en a également parlé, l'autre surprise que j'aimerais évoquer, c'est également l'élimination de Séville. Le spécialiste en Europa League. Ils ont terminé dernier. Oui, qui ne sont pas qualifiés pour derrière l'Europa Lens. League. Voilà, donc c'est la surprise désagréable pour cette saison. Au vu de leur performance, on pourrait... Les champions en titre de la Ligue Europa. Justement, à plusieurs fois, 6 fois, je crois bien, si mes calculs sont bons, et voilà, ne pas le voir en cette compétition comme on pourrait le lui attribuer. Donc c'est quasiment déplorable, c'est une véritable déception par rapport au Séville. Alors, nous allons aborder le dernier sujet de cette émission. Nous allons parler du football au Togo, parce que nous en avons parlé en Europe. Et pour évoquer le tournoi dont nous parlons, nous allons recevoir Sébastien Dossou, un confrère également, mais promoteur de cette compétition dans le Vaud, ici au sud du Togo. Bonjour Sébastien. Bonjour cher confrère. Un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir pour moi aussi d'être encore avec vous ce jour. Alors, avant de parler de votre compétition, est-ce qu'il y a une équipe qui s'est qualifiée pour ces huitièmes de finale qui vous a ébloui? Après, c'est vrai que City, ils ont quoi? Je pense qu'ils ont marqué 19 buts. Mais la meilleure défense, je pense, ça doit être la Real Sociedad. La Real Sociedad, ils ont encaissé que 9. Sinon, à part les meilleures attaques, la meilleure attaque et la meilleure défense. Au fait, c'est le Paris Saint-Germain. Sa situation par rapport à cette Ligue des Champions, c'est ça qui m'a un peu touché hier sur ce match nul face à Dortmund. Puisque Paris Saint-Germain, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des départs et des arrivées. Ça fait que l'équipe, pour le moment, ne se retrouve pas. Même en championnat, ils ont des difficultés. Et donc, je pense que ça doit donner beaucoup de leçons aux dirigeants et de l'équipe parisienne. C'est vrai qu'ils sont en difficulté en championnat, mais bon, ils sont toujours à la tête de la Ligue. Ils sont leaders. Ouais. Alors, le grand festival de Djekotoé, c'est la 3e édition. Justement. Et alors... Une 3e édition, c'est un chemin parcouru. Oui. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien d'équipes par compétition? Et quelles sont les localités ou encore les villages, les quartiers alentours qui sont concernés par ce tournoi? Et quel est donc l'objectif? Justement, tournoi Grand Festival de Djekotoé, c'est dans la commune Vaud 1. Nous sommes là dans la préfecture de Vaud. Et je pense qu'on a démarré en 2019. Et juste après, la Covid est arrivée. On a donc eu une trêve de 2 ans. On a repris l'année dernière avec la 2e édition. Cette année, la 3e édition. On avait démarré avec 12 équipes. Et à l'accoutumée, c'est toujours avec 12 équipes réparties en 4 poules de 3. Donc, on commence avec la phase éliminatoire. Et on joue dans chaque poule. Il y a 2 qui vont sortir et une équipe qui doit être éliminée. Donc, il va rester 8 équipes pour continuer la course au niveau des quarts de finale. Donc, on a joué les quarts de finale. Actuellement, il ne reste que 4 équipes qui ont joué déjà la demi-finale aller le week-end passé. Et ça fait que l'équipe hôte Dreamcase de Djekotoé qui a reçu donc son homologue Lumière de Momedjokopé, c'est dans la commune Vaud 3, parce qu'on a pratiquement parcouru toute la préfecture. Il y a des équipes qui sont venues de la commune Vaud 1, Vaud 2, Vaud 3, Vaud 4. Nous avons 4 communes, donc on a fait appel à pratiquement des équipes des 4 communes de la préfecture. Et la seconde demi-finale allée aussi a mis aux prises tout puissant éternel de Vaud Tokpli à Étoile Rouge de Kpakpalakpenou. Ça aussi, c'est encore Vaud 1 qui a joué contre Vaud 3. Il n'y avait pas de vaincu ni de vainqueur. Donc ça fait match nul, 0 but partout. Ce week-end, on joue la phase retour des demi-finales. Et le samedi, déjà, il y a tout puissant éternel de Tokpli va toujours jouer contre Étoile Rouge de Kpakpalakpenou. Et le dimanche,
il y a Djekote qui joue contre Lumière de Djokope. Et le 24 décembre, on joue la grande finale. Alors, au-delà de ce festival, de ce jeu dont vous faites la promotion dans le Vaud, l'objectif également, c'est de pouvoir rassembler la population autour du football. Du football. Et aussi, c'est un moment de retrouvailles ici, puisqu'on démarre en octobre et on finit en décembre, qui coïncide avec la fête traditionnelle du village de Djekotui. Okay. Donc, c'est la Noël que nous célébrons dans le village. Ça fait que c'est le moment aussi, quand il y a la finale, il y a les ressortissants qui, par moment, n'arrivent pas à revenir encore au village pour ces genres de moments. Mais quand il y a la finale, la fête comme ça, du football, ils reviennent pour juste cette ambiance footballistique là. Ça fait que ça donne de l'ambiance. Et au niveau des équipes, c'est une visibilité aussi, parce qu'on a démarré déjà, il y a pratiquement 5 joueurs qui ont été détectés par des clubs. Oui. Okay. Il y a le centre Liberty d'Aboudrafort qui est venu détecter des jeunes talents, parce que aujourd'hui, si vous allez dans la préfecture, il y a beaucoup de tournois. Et quand vous allez sur ces terrains périphériques là, vous allez trouver de jeunes talents qui sont très bons. Okay. Vous allez même dire que ces jeunes-là sont dans c'est dommage qu'on n'ait pas eu quelques vidéos pour oui, prochainement on a nos téléspectateurs. Alors, à l'avenir, quels sont vos projets pour ce tournoi? Le tournoi, c'est qu'on voulait avoir une équipe type dans la zone qui peut-être va évoluer en championnat national, et puis on va démarrer avec Intra-Ligue, aller en D2, D3, D2 jusqu'à l'élite. Et c'est l'objectif que nous avons fixé avant de démarrer ce tournoi-là. Et avec le temps, on est en train d'accompagner les équipes, parce qu'à chaque édition, on fait tout pour les accompagner avec des matériels possibles, ballons, maillots, pour qu'ils puissent s'entraîner, les équipements. Oui. Vicente, alors on arrive quasiment au terme de cette émission, une initiative louable. Très louable, salutaire. Je pense qu'on vient de parler tout de suite de Victor Osimhen. Victor Osimhen a été repéré à un mondial U17. Avant même d'aller à ce mondial U17, il jouait pour Ultimate Strikers du Nigeria. Ce qui veut dire que le football à la base est très important pour le développement du football en général, mais du sport également. Et quand le sport est développé dans un pays, on sait quand même l'impact que cela a. Donc moi, je pense que félicitations à cette initiative. Maintenant, il va falloir tout simplement que ceux qui sont de bonne volonté viennent venir en aide à cette association. Sinon, bon vent, avouez que voilà, Dieu vous soutient. Misodé, un mot. Oui, justement, puisque c'est un frère à moi, on vient de la même localité. Djekotui n'est pas loin de chez moi. Donc, ce qui voudrait dire que je les soutiens, je les accompagne pour cette initiative. Bon, Vicente l'a dit. C'est bien vrai d'avoir une idée, mais s'il n'y a pas le financement, ça ne marche pas. Donc, c'est le lieu également de faire appel à tous ceux-là, les bonnes volontés, de les assister, de les accompagner, pour qu'ils puissent arriver à la fin de leur projet. Alors, Monsieur Sébastien Dossou, on arrive quasiment au terme de cette émission. Si vous devrez ajouter quelque chose, ce serait quoi? Non, c'est de dire un merci à Vicente et à Missodé. À Missodé, puisque c'est vrai, avoir l'idée, c'est facile, mais finir, c'est tout un problème. Parce qu'aujourd'hui, avec les 12 clubs-là, si on a les moyens, on pouvait encore les accompagner avec des jeux de maillots, des ballons, tout ça là, mais on n'en a pas. C'est seulement les finalistes qui en bénéficient, alors que les 12 clubs aussi se sont donnés à fond dans cette compétition. Et elles ont joué pratiquement, ces équipes-là vont jouer pratiquement 3-4 matchs, alors qu'un seul match, là, c'est des dépenses. Et donc, c'est le moment de lancer un appel, surtout aux ressortissants de la préfecture, aux bonnes volontés, ceux qui nous suivent sur la chaîne que j'aime beaucoup, Neo TV. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. S'ils ont la volonté de nous accompagner, nous sommes là, les bras ouverts. Alors, merci Sébastien, un plaisir de t'avoir revu. C'est votre deuxième fois de passer dans Sport Magazine? Oui, c'est la deuxième fois, c'est un plaisir aussi. Alors, on espère que vous viendrez très souvent. Oui, pour la grande... Pas uniquement pour parler de votre tournoi, mais également du football. Du football en général. Voilà. Vicente, merci de nous avoir accordé ce temps dans cette émission. C'était un plaisir, tout simplement. Alors, Missodé, merci d'être passé également. Oui, merci. Je salue le DG Archie, le oui, d'accord. Alors, voilà, c'est un plaisir puisqu'il nous a suivis. Il m'a fait signe. Ah, ok. Alors, également, nous disons également merci à vous qui nous suivez un peu partout, ici à Lomé, au Togo. Bonne suite de notre programme sur Niwa d'Info 1, un peu partout, de là où vous nous suivez dans le monde entier.